Bonsoir à tous, bienvenue. Patrick Hachi à la primature, Téné Birahima Ouattara à la défense à titre intérimaire. Il remplace Ahmed Bakayoko, absent depuis le 18 février pour des raisons médicales. La Côte d'Ivoire, à l'instar des pays du monde entier, célèbre la Journée internationale des droits des femmes. Ces droits sont-ils respectés ici? La parole aux femmes dans ce journal. Et puis au Sénégal, Ousmane Sonko est libre mais sous contrôle judiciaire. Il a été inculpé ce matin dans l'affaire de viol présumé. Son arrestation avait provoqué d'importants troubles à Dakar. Cela fait 18 jours que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a quitté la Côte d'Ivoire pour des raisons de santé. Pour assurer son intérim, le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, a été nommé par décret ce lundi à la fonction de ministre de la Défense. C'est Téné Birahima Ouattara qui le remplacera. Timé Danger. Le chef de l'exécutif ivoirien Alassane Ouattara prend des mesures provisoires pour la continuité des activités gouvernementales. Face à l'absence du Premier ministre Ahmed Bakayoko, pour des raisons de santé, le président de la République vient de signer 2 décrets. Dans un communiqué lu par le directeur de cabinet du président de la République, l'on relève que le ministre d'État Patrick Hachi est nommé pour exercer, à titre intérimaire, les fonctions de Premier ministre et Téné Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles, toujours à titre intérimaire, exerce celle de ministre de la Défense. C'est donc la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, officialisée par les Nations Unies le 8 mars 1977. L'événement est l'occasion de rappeler qu'il existe encore des inégalités entre les genres, des inégalités à combattre, comme le témoignent ces femmes dans ce reportage de Nadja Eja. 8 mars 2021, journée internationale des droits de la femme. Dans les rues de la capitale, comme dans les bureaux, les femmes arborent fièrement le pagne, symbolisant cette journée en Côte d'Ivoire. Une façon pour elles de montrer leur pleine adhésion à cette commémoration. Mais que représente le 8 mars pour la femme ivoirienne? Pour moi, journée de la femme, bon, c'est comme, je suis en train de me fêter, travail je fais. En tout cas, je fête moi-même, je suis femme là, je me fête, je fais mon travail, tout ça. Cette journée-là, c'est une journée où on s'assoit et on réfléchit et on se dit qu'en tant que femme, qu'est-ce qu'on peut apporter à cette société? Pour moi, la journée internationale des droits de la femme, ce n'est pas seulement les pagnes, ce n'est pas seulement l'écriture et tout ça. C'est en même temps, c'est une journée pour moi pour célébrer les droits de la femme. C'est-à-dire comprendre que la femme a quand même un droit à réclamer vis-à-vis des hommes. La journée internationale des droits de la femme est le lieu de faire le point sur les acquis et les défis en termes d'égalité des droits et des chances hommes-femmes. On a l'habitude de, si je peux dire ainsi, marginaliser les femmes. On se dit pourquoi cette femme va occuper ce poste alors que ce poste est destiné à un homme. Je pense que c'est pas normal. Il y a certains professeurs, oui, qui courent derrière les filles comme ci, comme ça. Bon, je crois que non, on doit trouver un moyen pour empêcher cela. Parce qu'ils utilisent aussi leur statut pour pouvoir faire du mal aux autres, aux femmes. Donc je crois que ce jour spécial-là, on doit revendiquer contre ça aussi. Le plus souvent, les femmes sont lésées. Oh, ça, c'est pas bon. Ça frustre. Pas bon. Même dans le gouvernement, il y a combien de femmes? En Côte d'Ivoire, plusieurs actions ont déjà été engagées par l'État pour favoriser l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. L'heure est donc à l'éveil des femmes pour s'approprier ce qui leur est dû. Nous sommes des femmes, c'est vrai, c'est à nous de prendre aussi nos responsabilités. Mais est-ce que nous, les femmes, nous sommes prêtes à oser pour aller affronter les hommes? Donc, c'est une préparation qu'on doit faire déjà en amont. Mais préparer, c'est-à-dire qu'il faut se préparer déjà moralement. Après, il y a l'aspect physique et puis il y a l'aspect financier aussi qui est important. Que tu sois commerçant, que tu sois technicien de surface, que tu sois à un haut poste dans le cadre de l'administration ivoirienne, il faut te donner les moyens. Te donner les moyens, c'est de te lever, de te battre pour accéder à ce qui est à toi, pour accéder à ce qui t'appartient. Parce que tout ce qui est donné est à nous.
Mais si on ne se lève pas pour aller chercher, comment on peut l'avoir? Comment on peut l'obtenir? Pour cette édition, le thème international, le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, a été décliné sur le plan national autour du thème « Promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire ». En Côte d'Ivoire, seuls 20% de femmes sont chefs d'entreprise. Pour renverser la tendance et rétablir un bon équilibre, la Bourse régionale des valeurs mobilières et l'ONU encouragent les femmes à entreprendre. Et pour en inspirer plus d'une, plusieurs femmes entrepreneurs ont partagé leurs expériences à l'occasion de la 7e édition de Ring the Bell pour l'égalité des sexes. Salif Yadekwe, Arona Zeba. L'entrepreneuriat féminin, un vecteur de participation et de leadership des femmes dans le développement économique. Telle est la thématique autour de laquelle s'est tenue ce lundi la 7e édition de Ring the Bell pour l'égalité des sexes. Une initiative de la Bourse régionale des valeurs mobilières et la représentation d'ONU Femmes en Côte d'Ivoire pour commémorer la Journée internationale des droits de la femme. L'idée pour nous, c'est de faire en sorte que les femmes puissent en tout cas partager leur expérience, surtout que pour cette année, le thème a été le thème de l'entrepreneuriat féminin. Bien qu'il y ait certaines avancées au niveau surtout normatif, il y a énormément encore à faire en pratique. Concrètement, on remarque que ces inégalités, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, sont très très présentes. Et d'où l'importance de la cérémonie d'aujourd'hui pour célébrer les femmes entrepreneurs dans un contexte très très difficile qui est, comme vous le savez, celui de la pandémie de Covid-19. Une tribune au cours de laquelle 7 femmes entrepreneurs originaires des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ont partagé leur expérience. Des femmes de conviction qui ont ouvert la voie à notre génération, nous, la nouvelle génération. Cette génération de femmes créatives qui veut pleinement prendre sa place au sein de la société et montrer qu'avec des valeurs, de la détermination, du travail et surtout une envie de faire briller notre continent, nous pouvons allègrement prendre notre place au sein de la société. Je suis fière de faire partie de cette nouvelle génération, que j'appelle la génération de la rupture, qui n'a peut-être pas envie de faire de concessions, mais qui a de très grands rêves qu'elle aimera accomplir. La cloche marquant l'ouverture de la bourse a été sonnée simultanément dans 7 pays de l'Union que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo. La Journée internationale des droits des femmes est aussi l'occasion de rappeler que 85% des femmes dans les marchés sont analphabètes. Pour réduire ce taux important, l'ONG Sankofa Africa se lance le défi de les alphabétiser afin qu'elles soient plus autonomes. Yeli Traoré, Kim Warik. L'idée de l'ONG Sankofa Africa est bien astucieuse. S'installer au cœur du marché endognois de Yopougon, afin de mieux cibler les femmes du marché dans le but de les alphabétiser et d'aider à leur autonomisation. Conscient du rôle de la femme dans la dynamique de développement, l'ONG a mis en place un programme d'éducation à travers l'alphabétisation. Celles qui viennent assister au cours, en un peu de temps, commencent à voir les choses, commencent à déchiffrer au moins quelques mots, l'alphabet, ainsi la lecture s'ensuit. Bon, ça fait qu'elles sont tellement enthousiasmées qu'elles n'en reviennent même pas. Je ne savais pas écrire ni écrire mon nom, mais grâce à Sankofa, je sais écrire et lire, écrire mon nom, tout ça. Quelqu'un qui ne sait pas lire ni écrire, c'est comme tu es dans le noir, tu es aveugle. Donc, j'encourage mes sœurs de venir apprendre aussi. Sankofa Africa met également à la disposition des femmes des cours de changement de comportement visant à leur inculquer les bonnes pratiques en matière d'hygiène alimentaire, par exemple, afin d'éviter les contaminations et les maladies. Le cours a 2 volets. Le premier volet, c'est la sensibilisation au niveau de l'hygiène alimentaire. Et le deuxième volet, c'est l'impact de la sécurité sanitaire sur la santé des populations. Ce cours nous a appris comment il faut entretenir les aliments avant de les préparer. Voilà. Après ça, comment il faut les conserver. Outre l'alphabétisation et l'éducation, Sankofa intervient aussi dans le domaine de l'autonomisation des femmes, secteur dans lequel elle dispose de l'accompagnement de l'UNESCO afin de mieux aider les femmes à améliorer de façon significative leur qualité de vie et celle de leur communauté.
Regarde les grandes tables. Voilà les tables. Ce sont eux qui m'ont aidé. C'est pour cela que je suis au marché. Par Sankofa, j'ai eu ce magasin et puis ils m'ont aidé à alimenter. Sankofa Africa, qui se finance jusque-là sur fonds propres, cherche à avoir l'écoute et l'appui des autorités afin d'étendre ses activités en faveur des femmes des marchés. Son premier responsable explique la philosophie qui sous-tend la démarche de l'ONG. Sans alphabétisation, les femmes ne pourront pas être autonomes, comme on le dit, parce qu'une femme qui ne sait ni lire ni écrire, elle ne pourra pas faire le détail de ses ventes journalières, elle ne pourra pas être bancarisée. Et nous aidons ces femmes-là à pouvoir exister. Donc nous souhaiterions que les autorités compétentes puissent nous aider à mener à bien ce projet. Pour la célébration de la Journée mondiale de la femme du 8 mars 2021, Sankofa Africa a élaboré un document intitulé « Plaidoyer pour des centres d'alphabétisation dans tous les marchés vivriers de Côte d'Ivoire ». Ce plaidoyer vise à sortir les quelques 20 000 femmes travaillant dans les marchés du secteur du vivrier de l'analphabétisme, étant entendu qu'elles sont à 85% analphabètes, selon un sondage. Samedi dernier, 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir leurs députés. Un scrutin inclusif et inédit qui s'est globalement déroulé dans le calme, à le point avec Pierre Dipomela. Les résultats des élections législatives sont maintenant connus de tous, même si ceux-ci sont encore susceptibles de recours. Le RHDP, parti au pouvoir, avec plusieurs membres du gouvernement engagés dans la course, est largement en tête. Mais sur le chemin de la victoire, de grosses têtes sont tombées, notamment la ministre Raymond Goudou Kofi à Toumoudi, le ministre Sidi Touré à Béoumi, le ministre Dosso Moussa à Mankono, le ministre Jean-Claude Kouassi à Bouaké, sous-préfecture, et le secrétaire d'État Brice Kouassi à Didiévi. Une des surprises de ce scrutin, c'est la circonscription de Yamoussoukro, commune, qui quitte le PDCI pour tomber aux mains du RHDP. La plateforme PDCI-EDS arrive en deuxième place avec une percée à Dabakala. Jean-Louis Billon arrache la ville au RHDP. Autre fait marquant, des hommes de l'ex-président Laurent Gbagbo font leur entrée au Parlement. Hubert Oulaye et Émile Guirioulou ont repris Guiglo, commune et sous-préfecture. EDS s'est réinstallé dans le Cavali. Par contre, le Guémont, un ancien fief, leur a résisté. En revanche, le Dida Lida Kouassi est tombé chez lui à Lakota. Ces élections législatives sont présentées comme les plus inclusives de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est aussi des élections rythmées par des notes d'éclat, telles que le fair play OD, Dramane Ouattara, au plateau, salué sur les réseaux sociaux par les Ivoiriens. Sans oublier la sympathique visite Yvan Vremen, candidat malheureux, à Adjumani Kobedan, candidat élu à Tanda. Selon les rapports des observateurs, ces législatives se sont globalement déroulées dans de bonnes conditions, en dépit de quelques incidents circonscrits. Un scrutin inclusif dans une atmosphère apaisée, c'est aussi ce qu'il ressort du rapport partiel de la mission électorale du Centre Carter et de l'EISA dévoilé ce lundi. La mission déplore toutefois le non-respect des quotas de 30% de femmes fixés par la loi. Seules 206 ont été candidates sur les 1500 aux législatives. Timé Danger, Mathurin Badé. Déployée sur le terrain en 20 équipes, la mission internationale d'observation électorale du Centre Carter et l'EISA, Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, a supervisé le scrutin législatif du 6 mars dernier. 48 heures après le vote, le rapport partiel est disponible. Face à la presse, la mission se félicite d'un scrutin inclusif dans une atmosphère apaisée et du professionnalisme de la commission électorale indépendante. Le scrutin a été conduit d'une manière largement professionnelle et transparente par les agents du bureau de vote. Les opérations de vote se sont déroulées dans le calme et les procédures ont été globalement bien respectées dans les bureaux de vote observés. Les membres du bureau de vote ont respecté les procédures permettant aux représentants des candidats et aux observateurs d'avoir un bon accès et une visibilité adéquate du processus, notamment en montrant publiquement chaque bulletin, en annonçant à haute voix le choix exprimé de chaque électeur
et en réalisant un décompte des suffrages exprimés par candidat ou liste visible de tous. La mission relève, en revanche, des insuffisances en matière de mobilisation des électeurs et de respect des engagements de l'État sur le quota de 30% de femmes candidates. Rappelons que pour la supervision des législatives, la mission conjointe Carter-EISA a déployé sur le terrain une vingtaine d'observateurs long terme chargés de monitorer le processus électoral sur près de 3 mois et une trentaine d'observateurs court terme. Ces équipes ont suivi les opérations de vote et de dépouillement dans 293 lieux de vote à travers le pays. L'Union africaine livre aussi son bilan ce lundi. Ses équipes étaient déployées dans 98 bureaux de vote pour s'assurer du bon déroulement de ce scrutin, qu'ont-elles observé samedi dernier. Le reportage de Timé Danger et Mathurin Badé. L'Union africaine présente ses conclusions préliminaires de sa mission d'observation du scrutin législatif. L'organisation continentale, par la voix de son chef de mission, se réjouit du caractère inclusif des législatives et de la bonne organisation des opérations de vote. Les élections législatives du 6 mars 2021 se sont déroulées de manière globalement satisfaisante. Les quelques défaillances techniques et logistiques observées ne portent pas atteinte à l'intégrité du scrutin. Le calme et l'inclusivité qui ont caractérisé ces élections constituent un indicateur de la maturité politique du peuple ivoirien et de la volonté résolue de tous les acteurs de consolider la paix et la démocratie. Au-delà du satisfecit, la mission, composée d'experts électoraux de 10 pays africains, formule des recommandations. Leur prise en compte, selon l'ex-premier ministre gabonais, vise à améliorer les processus électoraux futurs du pays. Au gouvernement, organiser une campagne nationale de sensibilisation pour une plus grande participation des citoyens aux élections. Aux candidats et partis politiques, renforcer la participation des femmes et des jeunes dans la vie politique, surtout en les intégrant dans le processus électoral. En appui au gouvernement ivoirien pour renforcer son processus démocratique, la mission s'est déployée en 6 équipes dans 5 régions du pays. Ce sont Abidjan, Bongouanou, Dimbokro, Gagnoa et Yamoussoukro, où les observateurs africains ont supervisé les opérations électorales dans 98 lieux de vote. À l'étranger, au Sénégal, Ousmane Sonko, l'opposant, est libre mais sous contrôle judiciaire. Il a été inculpé ce matin dans l'affaire de viol présumé. Son arrestation, rappelez-vous, avait provoqué d'importants troubles à Dakar avec un bilan de moins 5 morts. Yéli Traoré. Arrêté le 3 mars alors qu'il était en route pour répondre à une convocation au palais de justice de Dakar, dans le cadre de l'enquête ouverte suite à une plainte pour viol déposée contre lui, Ousmane Sonko a été remis en liberté ce lundi 8 mars et est rentré chez lui, selon l'un de ses avocats. L'arrestation de l'opposant avait non seulement provoqué la colère de ses partisans, mais aussi des troubles dans le pays. Au moins 5 personnes ont été tuées dans les heures de la semaine passée. Ce qu'il faut retenir, c'est que simplement, le président Ousmane Sonko a bénéficié d'un contrôle judiciaire sous certaines conditions. Donc il est libre à partir de cet instant. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut saluer cette décrispation qu'il y a eu au niveau de la justice pour permettre au Sénégal de retrouver sa paix d'antan. Donc nous saluons également le doyen des juges qui a eu le courage de le mettre sous contrôle judiciaire. L'opposant placé sous contrôle judiciaire se voit dans l'obligation de remettre son passeport aux autorités et devra demander l'autorisation du juge s'il souhaite voyager. Le leader du PASTEF devra également se présenter chaque dernier vendredi du mois devant le juge, indique son avocat. Il devra également se mettre à disposition des enquêteurs au besoin. Une foule de plusieurs dizaines de sympathisants de l'opposant s'est dirigée vers le palais de justice de Dakar en exultant et en lançant des slogans à la gloire de Sonko après avoir reçu l'annonce de sa libération. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.